On retrouve Ciro Castillo dans une position de fœtus, au pied d'une falaise de 900 mètres de haut. Ciro a-t-il été victime d'un meurtre déguisé ou tout simplement était-ce un accident dans l'un des canyons les plus profonds au monde, le même où on a retrouvé Natacha de Crombrugge. Voici la tragique chronologie des faits. Le 4 avril 2011, Ciro Castillo et sa petite amie Rosario Ponce, deux étudiants universitaires, sont portés disparus entre Madrigal et Tapé, dans la vallée de Colca. À tous ceux et celles qui veulent faire le canyon du Colca, juste pour info, ici deux étudiants y sont perdus. C'est ce que nous avons voulu faire et effectivement, il est impossible de se repérer. Nous avons fait demi-tour au bout de 3 heures. Quelques jours après le début des recherches, on retrouve Rosario dans l'un des ravins, près de la montagne enneigée de Bomboya, souffrant de malnutrition, de rétine endommagée et de contusion. Todo se cayó al abismo. Ah, ¿ustedes habían perdido esas cosas? Sí, teníamos la comida, teníamos el agua, se perdieron las carpas, todo se perdió en el camino. Y lo último que tuvimos fue... Le prénom Ciro résonne dorénavant dans tout le canyon. La police locale, les sauveteurs péruviens, mais aussi étrangers, les touristes même, tous sont venus prêter main forte pour rechercher Ciro, introuvable. Entre-temps, Rosario, souffrant d'une dépression nerveuse conséquence de son état de santé, met du temps à s'exprimer et à parler de Ciro. Certains de ses propos souffrent de contradictions et à plusieurs reprises, elle ne souhaite pas retourner sur le lieu où a disparu son petit ami. Les soupçons commencent à naître et la presse s'empare de l'affaire. Celle-ci devient omniprésente dans les médias péruviens. Habitant au Pérou, l'histoire de la disparition du couple fait les gros titres et l'histoire est plus compliquée qu'une simple disparition. Si tu pouvais nous en dire plus. La fille a été retrouvée, mais son témoignage est incohérent, la police la soupçonne fortement. Le 19 avril, 15 jours après la disparition, le personnel d'enquête sur les homicides et les enlèvements se rend sur les lieux pour ouvrir une enquête sur les causes de la disparition du randonneur, confirmant que les soupçons sur Rosario se resserrent. Le 29 avril, Rosario témoigne avec ces paroles. Nous étions perdus, nous avons vu des lumières, mais à cause de l'obscurité, nous avons décidé d'attendre le matin. Le lendemain, Ciro m'a demandé d'aller vers le lieu où se trouvaient les lumières, mais comme j'étais épuisé, je lui ai dit que j'allais rester et l'attendre. Son compagnon ne reviendra jamais. La mère de Ciro déclare le 7 mai à une chaîne de télévision qu'elle sent que son fils est vivant. Il est là, dans une grotte, en position fétale. Il a besoin d'aide. Étrange prémonition. Le père de Ciro, quant à lui, garde espoir et participe à toutes les recherches, mais a de sérieux doutes sur le rôle exact de Rosario dans la disparition. Les choses vont alors s'accélérer. Le 1er juin, l'équipe de procureurs chargée d'enquête sur la disparition indique qu'elle interroge actuellement les personnes que Rosario a appelées les jours où elle s'est perdue dans la montagne. Le 8 juin, le père de Ciro déclare à la presse qu'il semble que son fils s'est caché exprès et ne voudrait pas qu'on le retrouve. Il est étrange qu'en plus de 2 mois de recherche, un vêtement ou une indication de sa localisation n'ait pas été retrouvé. Le 4 juillet, le président du conseil des procureurs, Jesus Fernandez Alarcón, indique que si Rosario refusait une fois de plus de se rendre dans la vallée de Colca pour participer à la reconstruction de la disparition de Ciro, le ministère public forcerait pour qu'elle y assiste. Le 7 juillet, après 93 jours de recherche sans retrouver l'étudiant, le père de Ciro officialise une plainte pour homicide présumé contre Rosario Ponce, la dernière personne qui a vu son fils vivant avant sa disparition. Rosario est donc accusé par le père de Ciro du meurtre de son fils. Les réseaux sociaux s'emballent et la pression médiatique devient insoutenable pour Rosario. En septembre, les recherches continuent mais se révèlent toujours infructueuses. Le 22 septembre, le nouveau procureur, Maria Lozada, demande l'interrogatoire de 5 personnes proches de Rosario et le lendemain, la division des délits de haute technologie de la police nationale analyse la mémoire de l'appareil photo numérique de Rosario pour déterminer s'il y a eu manipulation des photos prises avec Ciro à Colca. Tenez-vous bien, sur une des photos, on semble en effet distinguer dans le reflet des lunettes, sans toutefois en être sûr, une 3e personne.
en octobre 2011. Toujours pas de traces de Ciro. Pourtant, les recherches continuent, notamment sur la montagne de Bombaya, là où on a retrouvé Rosario 7 mois plus tôt. Le 14 octobre, les enquêteurs émettent l'hypothèse que Ciro, après s'être séparé de Rosario dans la zone appelée Sac à dos à Casca, aurait pu marcher quelques mètres et serait tombé d'une falaise. Les secouristes sont donc envoyés sur la zone. Le 16 octobre, coup de tonnerre dans l'affaire. Une équipe semble apercevoir du rebord d'une falaise, dans le gouffre de Las Torres, une tache de couleur qui pourrait être un corps. Et c'est en effet un corps. Mais l'accès est particulièrement difficile et l'équipe chargée de descendre dans le gouffre met plusieurs jours avant de l'atteindre. Lorsque les secouristes atteignent la zone, ils trouvent le corps en position fétale et confirment que la dépouille appartient bien à Ciro. Chose troublante, les vêtements sont immaculés de sang et 3 gants sont retrouvés à proximité du corps, amplifiant les rumeurs d'une 3e personne avec le couple. Le corps est remonté et l'autopsie va révéler que les causes de sa mort sont polytraumatisme grave. Le randonneur serait mort de multiples coups après une chute. Les résultats indiquent également que Ciro n'est pas mort immédiatement après sa chute, mais plutôt qu'il a probablement souffert pendant environ 8 heures avant que la mort ne le rattrape. Ce qui expliquerait qu'il se soit mis en position de fœtus. À la suite de la chute, il s'est fracturé le bras, la clavicule, le crâne et 4 côtes sur le côté droit de son corps. Les résultats médico-légaux ont montré que Ciro devait être tombé de lui-même sans l'intervention de tiers. Ses vêtements ont été déchirés et ses effets personnels comme son écharpe, sa casquette et son briquet ont été éparpillés, ce qui appuie cette théorie. Si Ciro avait été poussé ou jeté, les lésions auraient été plus traumatisantes. Le rapport indique d'une telle hauteur, on éclate littéralement. Celui-ci indique aussi l'absence de blessures dans d'autres régions du corps, telles que le thorax et les jambes, et donc rejette l'hypothèse de la chute libre. Cependant, le rapport a confirmé la présence de poils d'une ou plusieurs autres personnes sur sa veste, son t-shirt, son pantalon et ses sous-vêtements. Les cheveux sont donc comparés aux cheveux de 11 témoins, dont sa petite amie Rosario, mais sans que les résultats fassent avancer l'enquête. Miguel Pérez Arroyo, directeur de l'Institut péruvien des sciences criminologiques et pénales, soutient l'hypothèse de la chute accidentelle, mais affirme que le meurtre ne doit pas être exclu. C'est en tout cas ce qu'affirme la famille de Ciro, dont le père accuse Rosario d'avoir dissimulé un crime. Le 11 janvier 2012, le procureur Lozada est parvenu à la conclusion préalable que Rosario Ponce aurait poussé Ciro Castillo avec un complice et demande un délai supplémentaire avant de clôturer le dossier. L'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé va durer 2 ans. L'existence du 3e gant est la clé du dossier de l'accusation, car on suppose qu'une personne ne porte que 2 gants à la fois. Mais le 3e gant va finalement se révéler être la doublure du 2e gant de Ciro. La preuve d'une 3e personne tombe à l'eau. Dans ce laps de temps, Rosario va attaquer la famille de Ciro pour diffamation. Enfin, faute de preuves, le dossier est clôturé le 27 septembre 2013, presque 2 ans après avoir retrouvé le corps du randonneur. À ce jour, on ne connaît toujours pas la vérité. Une personne la connaît, Rosario. Rosario est un personnage ambivalent. Le 24 novembre 2011, soit exactement 38 jours après la découverte du corps de son petit ami, Rosario fait ses débuts en tant que modèle pour une campagne caritative. Elle est également approchée par des producteurs et une mini-série est mise en ligne en décembre 2013, dans laquelle les premières images sont des scènes torrides qu'elle aurait eues avec Ciro, révélant que leur histoire d'amour était passionnelle. Enfin, elle se marie 2 ans plus tard en épousant Victor Carlos Cabrera, fils de son ancien avocat Miguel Cabrera. Sur Facebook, le marié partage en 2015 les photographies de la cérémonie privée de leur mariage. Tout ça est effectivement un peu étonnant, mais peut-être était-ce sa manière de réagir quant au drame qu'elle avait vécu. Connaîtrons-nous un jour la vérité sur cette affaire ? On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que Ciro serait parti chercher de l'aide en laissant sa petite amie derrière lui et avec une météo compliquée, une visibilité difficile, un terrain et une roche glissante,
le froid qui l'aurait engourdi, aurait été à l'origine en fait d'une erreur d'appréciation et par conséquent une chute fatale? Ou bien le couple se serait-il disputé et avec la fatigue et la panique, les esprits se seraient échauffés, Ciro obligeant Rosario à descendre et dans un geste d'énervement, Rosario le poussant accidentellement? Ou bien encore, y avait-il une troisième personne qui serait à l'origine d'une jalousie passionnelle par exemple et du coup d'un acte criminel? Personnellement, je pencherais vers la deuxième hypothèse. Un couple qui s'aime passionnément et qui, avec la fatigue, se dispute, un geste accidentel et, après coup, un sentiment de n'y être pour rien, mais que l'inconscient veut vite oublier en comblant la culpabilité par des actions rapides dans le temps pour oublier le drame. Que penser de cette affaire? Je vous attends dans les commentaires.